3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne qui vient d'envahir la Pologne et affiche clairement ses envies d'expansion. En quelques semaines, la vie de millions de Français change radicalement. Rome vit durant 7 mois au rythme des cornemuses, accueillant un contingent de soldats alliés. Puis ce sera l'invasion par les troupes allemandes, avec une cohabitation étrange, jusqu'à septembre 1944, date de la libération de la ville. Pour ceux qui étaient enfants durant cette période de troubles, les souvenirs sont empreints de contrastes saisissants. D'un côté, l'occupation, avec ses rues silencieuses et ses restrictions pesantes, où chaque geste était scruté et chaque mot mesuré. De l'autre, l'espoir fragile, même dans les moments les plus sombres. Il se murmure que la liberté est toute proche. Les témoins de cette époque nous racontent avec émotion les petits plaisirs de l'enfance, entremêlés avec les défis de la guerre. Un mélange de peur, de système D et de sourire. Car malgré tout, la vie suit son cours pour ces jeunes roncoises et roncois, tiraillés entre l'innocence de leur jeunesse et la dure réalité qui les entoure. Aujourd'hui, les souvenirs des enfants de la libération sont de précieux témoignages, des fragments de vérité qui éclairent notre compréhension du passé et nous rappellent la valeur inestimable de la liberté. Le 3 septembre 1939, l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne suite à l'invasion de l'Allemagne à la Pologne. On a vécu quelques mois tranquilles, qu'on a d'ailleurs appelé la drôle de guerre. Il ne s'est rien passé depuis la déclaration de guerre jusqu'au mois de mai 1940. Le corps expéditionnaire anglais est arrivé en France en 1939 et c'est eux qui ont commencé à tracer les tranchées et à construire les petits blocos. Il y a quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est que les Écossais, pendant la drôle de guerre, là, de septembre 39 à mai 40, ont construit des casemates devant la déviation. C'était des blocos enterrés pour loger des soldats. Comprenez? Alors, ils avaient mis ça au bout de la pâture Castel, parce que devant chez moi, il y avait le tramway qui partait dans les champs. Et donc, pour le tramway, ils avaient dû creuser, hein, parce que ça monte un peu. Donc, pour que le tramway, ils avaient creusé, et ça partait jusqu'à la casemate. Et il y a une casemate, là. Et ça, il y a très peu de gens qui savent qu'à cet endroit, il y a une casemate assez importante. Et ma mère racontait qu'à la communion au mois de mai 1940, les communions solennelles, là, c'était magnifique parce que devant le cortège des communions, il y avait les soldats écossais en grande tenue et avec leurs bignots et leurs cornemuses. Ah oui, oui. Il y avait beaucoup de soldats anglais au Mont-Daluin et il y avait une fanfare ou je ne sais pas comment, des Écossais qui jouaient régulièrement de la cornemuse. À la déclaration de guerre, j'avais 7 ans. Quand mon père a été mobilisé, j'avais 7 ans, il a été mobilisé en mois de juillet et la guerre a vraiment commencé en mois de mai en 40. Nous, quand on a évacué, on n'a pas été très loin. On a été logé dans l'usine Paul et Jean Tiberghien, rue de Paris, à Tourcoing, quelques semaines. Parce que le chemin où j'habitais, au Mont-Daluin, il a été miné. Il y avait des mines et ils ont fait sauter aussi le pont à Menin. Et après, ils nous ont donné une maison de maître, même d'un industriel, dans la rue de Paris, à Tourcoing. On a été même pas 3 semaines. Après, on a pu revenir. Et petit à petit, moi, mon instituteur, qui était de Bretagne avant, il est parti en Bretagne à la déclaration de guerre. Il n'y avait plus d'instituteurs. On a retourné dans les écoles des maternelles à la Sagesse, les sœurs de la Sagesse, jusqu'au moment où il y avait de nouveau un instituteur homme à l'école. Alors, moi, j'ai évacué avec mes parents dans le département de la Nièvre.
Et comme on ne savait pas pour combien de temps on restait, mes parents m'avaient inscrit à l'école. J'ai donc passé mon certificat d'études, mais le lendemain, on repartait parce que les Allemands arrivaient. Et on a atterri en Dordogne. Mais alors là, on s'est trouvé en zone libre. Mais alors, pour revenir, il fallait passer ce qu'on appelait la ligne de démarcation. Et c'était pas facile. De 40 à 44, j'étais beaucoup plus petit. J'allais à l'école, à la maternelle, mais on ne marchait pas sur les Allemands. Hein. Il y en avait, mais bon, on s'en accommodait. J'ai pas de souvenir. C'était pas une oppression. Il y avait, non, ça se passait bien, quoi. Hein. Le gros problème à l'époque, c'était le ravitaillement. C'était le gros problème. Alors mon père, qui était un ancien paysan, hein, comme beaucoup de gens, quoi, on est tous originaires de la campagne, quoi. Il avait des lapins, des poules, 3 jardins, un jardin derrière chez lui et 2 jardins qu'il y avait dans Ronc, et un cochon. Donc il élevait un cochon pour tuer le cochon quand il était à point, quoi. Donc, vous voyez, c'était le gros souci des habitants de Ronc à l'époque, c'était le ravitaillement. Et malheureusement, le marché noir. Ça, le marché noir, bon, parce qu'on avait des tickets de rationnement. On devait payer son pain, et en plus, on devait donner la carte de ticket, et la boulangère ou le boulanger découpait 1, 2 ou 3 tickets, suivant l'importance de l'achat. Vous voyez? Ouais. Donc, c'était surtout le ravitaillement. Mon père était facteur. Donc, il distribuait les colis dans les fermes, et il était bien connu des fermiers. Et un beau jour, il demande à la fermière, « T'as pas un petit peu de beurre ?»« Ah ben, je viens, on n'a plus de beurre, mon Dieu, mais parce que les vaches, pendant la guerre, ne donnaient plus de lait, et les poules ne pendaient plus. » Oui, ça partait ailleurs. Mais enfin, je rigole, hein, il pondait, et mon père, bon, il devait donner un colis à la fermière, et puis il pose le colis sur la table, et il dit, c'est quoi ça? Il dit, hein? Et en fait, c'était un gros colis, avec des sacs de jute, là, vous savez, hein, et c'était du beurre qui venait de la Somme, parce que dans la Somme, les fermes étaient à la campagne, et le marché noir ne marchait pas trop bien, quoi, hein. Il n'y avait pas d'habitants autour. Donc c'était des parents de la Somme qui envoyaient du beurre à leurs parents de Ronc pour vendre... Alors, bah oui, bon, bah, allez, on va t'en vendre un petit morceau. Et donc, c'était le gros problème, c'était le ravitaillement. Hein. On avait peur. Hein. Et en supplément, on a eu faim. Hein. J'étais volé du pain, moi. Ouais. Je disais à ma soeur, il y avait un magasin à l'Épi, au coin de rue du Billemont. Et alors, elle vendait, et le pain était toujours sur le bord, là. Et quand on n'avait plus de tickets, on n'avait plus rien, on avait faim. J'ai dit à ma fille, parle avec Madeleine. Je vais partir. Et j'ai pris du pain, j'ai couru en roi. Ah ouais. Et il y a été un jour, on était à table et c'était bon ce qu'on mangeait. Qu'est-ce qu'on mange là? Ah, c'est du lapin. Il n'y avait pas de lapin. Il n'y avait que du chat. Du chat de Gautier, on disait. Et ouais. J'en ai mangé. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. On a sûrement tous mangé en pensant que c'était du lapin. Et on n'aurait pas de faim. Nos parents, ils nous donnaient à manger. Eux, ils mangeaient. C'est que c'était bon et nous, on pouvait le manger. Bah oui, les Allemands avaient réquisitionné les châteaux et tout. Ouais. Et là, c'est pour ça que de temps en temps, on voyait des officiers passer avec des soldats. Et je me souviens toujours encore, j'étais en train de... Comme on avait une entrée avec du sable et tout ça, et moi, j'avais une pelle et je faisais un trou au bord de la route, quoi. Puis le groupe d'Allemands, il passe et puis il me voit. « Bonjour, mon petit garçon, qu'est-ce que tu fais ?» Alors, je me lève, il paraît que c'est véridique, hein. Je fais un trou pour mettre Hitler dedans. Alors, j'ai dit ça. Alors, les officiers, il paraît que ma mère, elle était là, elle avait tout. Qu'est-ce qu'ils... Ils ont rigolé, quoi, ils ont fait son bras, puis là... Ils ont pas fait... Ils sont repartis, quoi. On avait une ancienne voiture, c'était le vieux modèle carré. Elle était dans notre garage, mais enfermée. Puis un beau jour, arrive un officier allemand, avec des gants blancs et tout, et quelques soldats, casqués et tout. Ils viennent se frapper à la porte. Et c'était mon grand-père. Il avait fait la guerre 14, mon grand-père. Ça avait pas les voix, les Allemands.
Alors, je me souviens toujours, l'officier s'amène, il tend la main pour serrer la main à mon grand-père. Mon grand-père, il a fait ça, il n'a jamais serré la main. Et il dit, nous venons chercher la voiture. Il y a des gens qui étaient racontés qu'on avait une voiture, il y avait des collaborateurs partout. J'étais mal habillé. Donc, il fallait bien trouver du tissu. Et d'où c'est qu'on peut trouver du tissu pendant la guerre? Seulement dans la bagnole, en coupant tous les tissus de la bagnole. Hein, j'ai eu une robe, et moi j'avais dit une robe avec l'auto. Mais tiens, on va te mettre des beaux boutons. Donc j'étais au marchand à la moterie, et puis j'ai toujours les boutons de l'auto. C'est toutes des belles petites paires d'amis de radio en bas, comme ça. Et j'ai eu ma robe dans le tissu de l'auto. Mon père écoutait la radio anglaise, mais les Allemands essayaient ils repéraient les émissions. Ce qui m'a marqué le plus, que je me souviens tout le temps, c'est d'aller voler pour manger et tout. Le reste après, la vie, elle a repris. On rentre dans un autre chemin. Et ça, c'est ce que j'ai volé, ça m'a volé. Je ne peux pas dire autrement. On va les émerder. Le bruit courait pendant cette retraite. Les Allemands prenaient les voitures et les vélos. Et comme mon père était facteur des postes à Ronc, il avait laissé son vélo dans la véranda et il faisait sa tournée à pied pour qu'on ne vole pas son vélo. Et donc, un après-midi, je jouais avec ma sœur et mon voisin, André Delmotte, dans le jardin, et on a vu arriver des soldats qui franchissaient la clôture de la maison Saint-Lambier avec notre maison, qui franchissaient la clôture en ciment armé, et 3 Allemands. Ils sont rentrés dans la véranda et dans le séjour. Et avant d'aller dans le séjour, ils ont pris le vélo qui était dans la véranda. Les résistants, c'était des résistants un petit peu de la dernière heure, si vous voulez. Il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont fait tuer à Ronc, à Louvain, un peu partout. On tirait sur les Allemands, mais ils s'en allaient, quoi. Et ma mère, parce que ma mère, on parlait à la maison, mais ma mère parlait avec mon père, j'ai des frères plus âgés, donc on parlait de tout ça. Ma mère disait toujours, mais à quoi ça sert, ils s'en vont, c'est pas la peine de mettre des clous, ça les retarde, on tire sur eux, ils n'ont qu'à partir. Vous voyez, donc c'était malheureux, parce qu'il y a eu beaucoup de tués quand même, bêtement, et pour rien du tout, pour rien du tout. Il y a eu un incident à la Libération. Mon père, tout d'un coup, a vu une troupe arriver. Il s'est dit, ce sont les Anglais. Et il a pris le drapeau tricolore, qu'il avait bien caché au grenier. Et il y avait un balcon sur la rue. Ce balcon existe toujours. Et il faisait le drapeau tricolore. Il n'y avait plus de feu, il n'y avait plus d'Allemands depuis quelques jours. Et dans la déviation, il y avait quelques drapeaux qui commençaient à sortir. Donc mon père avait mis le drapeau sur la façade. Et les Allemands, à pied, qui descendaient le Blanc-Four. Un convoi hippomobile, je crois que c'était une charrette. Il avait dû avoir un ennui mécanique et c'était les Allemands. Alors mon père a rangé son drapeau, il nous a dit « allez au fond de la chambre ». Et je me souviens très bien, c'est un souvenir de peur, si j'avais pu rentrer dans le mur de la chambre, je serais rentré dans le mur, parce que c'était sérieux. On les a vus arriver, ils étaient à pied, là on a pris peur, on a rentré le drapeau à toute vitesse, on a baissé la persienne, et on est monté à l'étage, mais sans regarder par la fenêtre, parce que bon, ils étaient à pied. On se demande d'où ils venaient, si c'était le fort de Bondieu, je ne sais pas, ils étaient à pied, c'était les tout derniers. Alors, quand on a entendu le bruit des chevaux qui s'atténuaient, on a regardé un petit peu à travers le rideau, on les a vus de dos, parce que s'ils avaient vu un rideau bouger, ils tiraient. Hein. À mon avis,
Ils étaient déterminés, ils étaient à pied, alors que la retraite, c'était surtout des véhicules, quoi. Hein. C'est 50 ans après, j'ai appris qu'un cousin avait pris en photo le convoi hippomobile qui est passé à la Croix-Blanche. Hein, parce que la libération, si vous voulez, ça a duré même pas une journée. Hein, les Allemands, les Anglais sont arrivés en convoi, ça a été énorme. Et puis après, le lendemain, il n'y avait plus rien. Hein. Mais ce qui compte surtout, c'était les jours qui ont précédé et les jours qui ont suivi. Hein. Les jours qui ont précédé, il y avait une attente énorme de la part des habitants. Hein, en fait, ils n'en pouvaient plus, quoi. Ils voulaient être libérés. C'était... Un monsieur qui crie au vélo, les Anglais sont là, les Anglais sont là. Moi, je dis encore une blague, hein, c'est encore des Allemands. Oui, mais là, c'était vraiment des Anglais. Les convois, c'était vraiment en kaki, c'était plus vert comme les Allemands. Et les Anglais, avec leurs casques plats, ils avaient des casques plats. C'était les Anglais, hein. Un dimanche de septembre 44. Et ça, les gens étaient vraiment contents. Hein. J'oublie beaucoup de choses. Ah ouais, non, j'oublie beaucoup de choses. Ouais. Je me rappelle, quand on a su que la guerre était finie, je me rappelle que on était heureux, on mettait des drapeaux aux fenêtres, je me rappelle de ça. Les Anglais sont arrivés après, un long convoi, très long convoi, qui, les dernières voitures se sont arrêtées en face de la maison et le long de la rue de Lille, du Blanfour à Ronde-Centre, puisque le pont de Menin avait été démoli. Pour moi, si vous voulez, enfant, c'était une double libération, parce que mon père en parlait, qu'on était occupé par les Allemands et que les Anglais étaient arrivés, mais on ne pouvait pas sortir du jardin, parce que c'était trop dangereux avec les Allemands. Bon, les Anglais étant arrêtés, on pouvait aller dans la rue. Alors, il y a de beaux Anglais. Il y a un Anglais qui ressemble un peu à Lord Mountbatten. Et il y a mon frère aîné, ma sœur aînée, et je suis là au centre de la photo. Très très bien accueillis, ils sont arrivés vers 16h-17h. Mais alors ça a été un convoi, quelque chose d'énorme. Le convoi, il allait du haut de la côte de Ronc jusqu'à la côte du Blanfour. Ils étaient à cul, ils roulaient à combien, 20-30 à l'heure. Après, arrivé sur Menin, le pont était certainement endommagé, et donc la colonne s'est arrêtée. Et mon père, qui avait fait la guerre 14-18, il était à moitié fou de joie. Il donnait des biscuits, il laissait des gros biscuits, vous savez, de la biscuiterie Notler à Tourcoing, des gros biscuits qu'on avait en réserve dans une petite armoire. Là. Mais les Anglais n'en voulaient pas. Ils étaient surnourris, ils étaient suréquipés, c'était pas la guerre de 14-18, quoi. Et donc, il y a eu l'idée de donner des prunes. Du coup, il a donné des prunes aux Anglais, alors là, j'étais parti mais j'ai été très bien accueilli, et j'étais également très cool, quoi. En fait, c'était tous des jeunes. Donc, 48 heures après la libération, on a été donc à l'ancienne mairie, au château Tibérien. On a rencontré François Verbeck, qui était le jardinier de mon arrière-grand-père qui était décédé, de Louis Tibérien. Et il nous a fait visiter le château qui était fort détérioré, parce que les Allemands avaient été là pendant 4-5 ans. Et je me souviens, il a ouvert une armoire, et puis il y avait un pistolet allemand. Et deuxième chose, il a dit « N'allons pas à la cave, parce que les démineurs ne sont pas passés. Ils pourraient avoir des explosifs ou autre chose. » Ben, c'est le retour de mon père de captivité. Il avait quand même été parti 6 ans.
Ben, il a été fait prisonnier en 40 et il est revenu en 45. Donc, il m'a manqué beaucoup pendant toute cette période. On en parlait beaucoup, on était très contents. D'ailleurs, quand il m'a revu la première fois, il ne m'a pas reconnu. Quand il est parti, j'avais 7 ans, et quand il est revenu, j'avais 12 ans. 13 ans même. Il est revenu en 45. J'ai été élevée par ma maman. Je connaissais pas mon papa. Et quand il est revenu de la guerre, j'ai jamais admis que mon papa, c'était mon papa. Parce que je ne l'ai pas connu à ma naissance. Donc j'avais à peu près 7 ans, quoi. Et je vois un monsieur arriver, je dis bonjour monsieur. Alors ma mère, je me souviens, elle dit c'est papa. Alors j'ai un peu marré, là. C'était un papa, moi, à 7 ans, j'avais jamais connu. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Oui, mon père il était dans un triste état parce qu'il revenait du camp de concentration de Ravarutska, de la frontière polonaise, c'est en Ukraine exactement. Parce que tous ceux qui rentraient là-dedans, ils en avaient pour quelques mois. Ils appelaient ça le compte de la goutte d'eau. Les gens, il n'y avait qu'un point d'eau pour 1 millier de personnes. D'ailleurs, s'il y avait un morceau de cruau, j'appelle ça du cruau de verdure, ils l'arrachaient pour le manger, des racines, ils crevaient de faim. Alors, quand il est arrivé, il a vu des soldats russes, prisonniers, des prisonniers russes, qu'ils étaient plus capables de marcher, tellement ils étaient amaigris, ils se tenaient au mur. Donc, ils mouraient tous les jours, il y avait des morts, quoi. Et lui, il partait sur cette route-là. Et quand il est arrivé, il entendait déjà les canons russes. Les Russes, ils avançaient. Donc, il a été libéré quelques mois après par les Russes, quoi.